prendre, on va dire, le cours au milieu. D'accord? Donc, on va tout de suite commencer. Pour commencer, comme j'aime le dire, il est mieux de pouvoir suivre le webinaire sur un ordinateur. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave, mais veillez à ne pas être distrait par les réseaux sociaux. Ce qui se dit ici est important et peut potentiellement changer le cours de votre vie. Ce qui fait que, naturellement, accorder beaucoup de temps, beaucoup d'attention à ce qui se dit ici est un investissement que vous mettez sur vous-même. Donc, non, on ne se laisse pas distraire par Facebook, par WhatsApp, par Instagram ou par n'importe quel réseau social. On fait en sorte d'être concentré. Alors, je me suis présenté, je suis Dédi Carin. Je pense que je le fais tout le temps, encore et encore, mais là, c'est plus nécessaire puisque la plupart des gens me connaissent déjà. Pour celui qui vient d'arriver, de toute façon, on aura l'occasion de faire ample connaissance. Alors, comme je le disais tout à l'heure, on avait un mois sur le leadership où on était censé, c'était le mois de juillet, c'était le mois dernier, où on était censé donc comme ça balayer les thèmes, d'accord, sur le leadership. On avait, comme j'ai dit, le leadership d'influence, le leadership transformationnel, transactionnel et enfin le leadership situationnel. Donc l'idée ici, c'est qu'on puisse condenser les deux derniers en voyant le cas pratique de Thomas Sankara et le cas pratique de Kofi Annan. Donc l'idée aujourd'hui, ça sera vraiment ça, pour qu'on puisse aller vraiment au bout de cet enseignement sur le leadership. Alors, ici va être donc comme ça un peu, on va dire, le sommet du voyage, d'accord? Donc dans ce voyage, on a vu beaucoup de choses déjà depuis le début. On a vu le premier webinaire qui était exclusivement réservé au leadership d'influence, on l'a vu. Et ensuite, on a vu le deuxième webinaire qui était le cas de Nelson Mandela, qui était le leadership transformationnel pour inspirer. Et ce soir, on va dire, pendre la pièce finale. Excusez-moi. Voilà, comme ça, moins de bruit. Alors, aujourd'hui, je disais, on va prendre donc le dernier virage qui est le leadership transactionnel et le leadership situationnel. D'accord? Alors, si il y a des gens qui étaient là lors du leadership d'influence et le leadership qu'on a vu avec Nelson Mandela, le leadership transformationnel, est-ce que vous pouvez juste me dire un truc que vous avez retenu d'un de ces webinaires? Juste ça, avant que je puisse faire les rappels et démarrer avec les webinaires le webinaire d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui était là déjà? Soyez pas timide, j'ai en face de moi la barre de discussion. Vous pouvez écrire, vous pouvez libérer votre micro. Je tiens à préciser également que les webinaires sont retransmis sur la chaîne YouTube de MindUp, où vous pouvez trouver les rediffusions. Donc non, personne. Ok, donc je vais faire un rappel. Un rappel qui sera assez bref et qui, je l'espère, pourra couvrir tout ce qu'on s'est dit. C'est vrai que ça fait quand même longtemps, ça fait un mois. Donc je vais faire un bref rappel. Donc on a eu à voir deux types de leadership. On a vu le leadership transactionnel et on a vu le leadership transformationnel. On était en train de dire que dans votre vie, vous serez emmené forcément à diriger des gens, dans un cadre ou dans un autre. On me disait souvent que dans la vie, si tu n'as pas pu être chef de classe, essaie au moins plus tard d'être, je ne sais pas, délégué à l'université ou alors chef d'équipe dans un projet ou alors prendre des initiatives dans une association. Mais dans votre vie, il est nécessaire que vous puissiez développer des compétences de l'idée des équipes, de pouvoir comme ça drainer des foules. C'est important parce qu'on ne sait pas quelle opportunité vous attend dans l'avenir. Et pour ceux qui ont des grands projets, qui veulent aller très loin dans la vie, il est difficile de prendre ces caps-là sans avoir des compétences infuses de leadership. Et on a vu ensemble que le leadership, c'était la base même de toute, on va dire, de toute réussite en groupe. Donc, toute réussite en groupe n'est nécessaire qu'il puisse avoir un leader. Ok, là, on a Astou qui nous dit le leadership transactionnel agit dans l'immédiat.
le leadership transformationnel, c'est la vision en elle-même, une vision dans le temps. J'ai un peu oublié aussi. C'est vrai, ok, d'accord. Mais ce que tu dis là, c'est déjà bien. Ça fait plaisir de voir que tu as retenu quelque chose. Donc, je disais tantôt que peu importe qui vous êtes, peu importe ce que vous faites, peu importe dans quel domaine vous évoluez, peu importe ce que vous entreprenez comme projet, il est nécessaire que vous puissiez avoir des compétences pour pouvoir diriger une équipe, des compétences pour pouvoir diriger un ensemble de personnes. C'est important. Et donc, ces compétences-là s'appellent le leadership. Toute équipe qui se réunit et qui échoue à l'exécution d'un projet a forcément un problème de leadership. C'est pourquoi, dans les webinaires que nous on a pris, on s'est efforcé à pouvoir donner des outils de leadership. On a vu ce qu'on appelle le leadership transformationnel. On a vu un cas très particulier qui était le cas de Nelson Mandela. On a expliqué que le leadership transformationnel était un leadership qui était basé sur la relation que le leader a avec chaque membre de son équipe de manière complètement personnelle et individuelle. Le leadership transformationnel, c'est la capacité d'avoir une vision et de porter cette vision au-delà de nous-mêmes, mais aussi chez les personnes qui nous écoutent. C'est la capacité à dire la vision avec des mots si clairs qu'on emporte avec nous les gens qu'on lead. C'est la capacité de pouvoir inspirer les gens en face de nous, de pouvoir les transmettre ce feu intérieur, de pouvoir courir vers la vision que nous portons. Et ça, c'est ce qu'on appelle le leadership transformationnel. C'est notamment le cas de Nelson Mandela qui a rêvé d'un Afrique du Sud où tout le monde pouvait vivre en harmonie et a combattu pour pouvoir faire en sorte que les gens puissent adhérer à cette vision-là. D'accord? Donc, le leadership transformationnel égale vision et lien. Vision et lien. Une vision que va porter le leader et la capacité que ce leader a à pouvoir connecter, créer un lien avec les personnes qu'il lead. Donc, j'étais en train d'expliquer dans le leadership transformationnel que non, ce n'est pas le genre de leadership où on ne connaît pas les membres de son équipe, on ne sait pas quels sont leurs centres d'intérêt, on ne sait pas quelles sont leurs forces, leurs faiblesses, on ne sait même pas parfois comment ils s'appellent. Ce n'est pas ce genre de leadership et ce genre de leadership justement n'existe même pas. D'accord? Donc, pour aller vite, le leadership transactionnel, ensuite, quand on en parlait, et d'ailleurs je tiens à préciser que il n'est pas nécessaire d'attendre que je finisse de parler pour enchaîner ensuite les questions. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours les écrire dans la barre de discussion ou alors débloquer votre micro pour poser votre question. Donc le leadership transactionnel, il est beaucoup plus, je disais, dans l'exécution protocolaire des tâches. Il était plus dans je te coach pour exécuter une tâche et quand cette tâche réussit, je te récompense. Et quand cette tâche ne réussit pas, je te dis que je ne suis pas content et si possible, je te punis. Je mets une amende ou je mets comme ça une sorte de punition. C'est un leadership qu'on applique dans un cadre déjà structuré. C'est le leadership qu'on fait en général, c'est ce qu'on appelle couramment le management. D'accord? C'est ça qu'on appelle un leadership transactionnel. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui avec le cas de Thomas Sankara. Alors, on était en train de dire, entre autres aussi, toujours dans les rappels, hein, qu'un véritable leader transformationnel a ces qualités-là. La première, ça va être une vision. La capacité de voir un futur qui n'existe pas encore et de pouvoir le peindre avec des mots si clairs que les autres peuvent aussi voir ce qu'il est en train de vouloir mettre en place. Donc, tout leader, en tout cas, qui vise à appliquer un leadership transformationnel va avoir une vision qu'il porte. Nelson Mandela portait en lui la vision d'un Afrique du Sud unifiée. Et tous les pères fondateurs des nations portaient en eux une vision qui était transcendée par leur acte. Et c'est cette vision qui les guidait au jour le jour. La deuxième qualité que va avoir un leader qui veut appliquer le leadership transformationnel, ça va être l'empathie. Je l'ai dit tout à l'heure, la capacité de créer le lien. On avait vu lors des webinaires passés à quel point l'empathie était la marque du leader. Le leader est très empathique. Il a la capacité de se connecter sincèrement aux aspirations, aux peurs, aux réalités de ceux qui sont en face de lui. Ce n'est pas seulement ressentir pour lui-même, mais c'est surtout entrer dans le monde de l'autre pour chercher à comprendre comment il fonctionne. Et c'est ça qui sera justement
pour nous l'application même du leadership mixte, on va le voir tout à l'heure. Un véritable leader qui veut appliquer un leadership transformationnel doit aussi avoir du courage. Pourquoi? Parce que les cadres où on applique le leadership transformationnel sont des cadres où on favorise l'innovation. Et pour pouvoir innover, il faut être courageux, il faut être audacieux, il faut prendre des décisions difficiles, il faut défier le statu quo. C'est d'ailleurs ce genre de leadership qu'appliquent des marques, des grandes marques comme Apple. D'accord? Ils essaient tout le temps de défier le statu quo, essayer d'aller au-delà des frontières, essayer d'innover, essayer d'apporter une solution nouvelle aux problèmes de la vie de tous les jours. Et c'est ça, la marque des leaders qui marche bien. L'autre qualité que va également avoir un leader qui veut appliquer le leadership transformationnel, ça va être naturellement l'intégrité. L'intégrité, pourquoi? Parce que le leader qui veut appliquer un leadership transformationnel doit montrer l'exemple à tout prix. Toujours dans les rappels, on est en train de dire aussi que le but d'un leader, la raison pour laquelle c'est un leader, c'est qu'il crée un environnement où les gens se sentent en sécurité. Il y a un groupe de personnes, une association, une salle de classe, un amphithéâtre, ou alors, je ne sais pas moi, un club. Tout groupement de personnes fait en sorte que les gens emmènent leur atmosphère dans ce groupe. Et il est nécessaire, absolument nécessaire, que l'environnement dans lequel ces gens se retrouvent puisse être un environnement sain. Et c'est le leader qui est garant d'instaurer cette atmosphère, d'instaurer ce carcan où les gens viennent se retrouver. D'accord? Le leader va aussi avoir pour mission de pouvoir réveiller le potentiel de tout un chacun. Un véritable leader, quand il connecte avec les gens qui sont en face de lui, il a la capacité de voir en chacun, de voir le potentiel en chacun, même quand ceux-là ne les voient pas eux-mêmes. Vous pouvez vous retrouver dans une équipe où vous avez affaire à quelqu'un qui porte des blessures émotionnelles qu'il porte depuis l'enfance. Ses parents l'ont toujours dit qu'il était nul. Ses amis l'ont répété qu'il était nul. Ses professeurs à l'école l'ont répété qu'il était nul. Et il arrive en entreprise, il est tout fade. Il s'assoit toujours au fond. Il fait toujours son travail sans dire à personne. Il a ses écouteurs. Il finit, il rentre chez lui. Alors que parfois, il a un énorme potentiel. Et le leader, c'est celui qui a la capacité d'aller au-delà de ce que la personne voit, d'aller voir le potentiel au fond de cette personne et de dire, écoute, tu as un énorme potentiel. Tu peux faire de grandes choses et je peux t'accompagner pour faire ces grandes choses. Un leader, c'est celui-là qui fait ce genre de choses. Un leader a oui pour mission de pouvoir retirer tous les obstacles qui peuvent faire en sorte que l'objectif visé par le groupe ne puisse pas être atteint. Ça, c'est important. C'est important parce que plusieurs obstacles se dressent devant un groupe quand ils veulent exécuter une tâche. Même si vous êtes dans une association, que ce soit, je ne sais pas moi, un groupe, un club, au travail, dans un milieu professionnel, il y a des obstacles. Et la mission du leader, c'est pouvoir retirer ces obstacles-là. Donc oui, c'est votre travail de faire en sorte que les personnes qui travaillent sous vous ne puissent pas avoir beaucoup d'obstacles lorsqu'ils essaient d'accomplir la vision que vous portez tous ensemble. Et surtout, la mission du leader va être de développer des gens si compétents qu'ils pourraient prendre sa place. Je l'ai toujours dit, un leader fait en sorte que les gens qui sont avec lui puissent être vraiment coachés par lui. De telle sorte que même s'ils quittent là, ils n'oublieront jamais la personne qui les a coachés. Et vous verrez qu'à force d'arrêter d'être le héros, de vouloir être le héros de l'histoire, vous allez devenir un guide. Vous allez devenir une personne dont tout le monde se souvient. Parce qu'au fond, la personne qui forme est toujours un peu supérieure à la personne qu'on forme. Et c'est ça, un véritable leader. Il faut donc arrêter de voir les membres de son équipe comme des membres seulement, mais surtout comme des gens qu'on coach pour devenir des meilleures versions d'eux-mêmes. Jusque-là, est-ce qu'on est bon? Jusque-là, est-ce qu'on est bon? Ouais, merci. Super. On continue. Notre plan pour ce soir, ça va être donc, je ne vais pas être lent. Aujourd'hui, je pense que je suis parti pour peut-être 25 à 30 minutes. Je ne vais vraiment pas être lent. L'idée étant que je puisse être le plus court possible, mais le plus impactant possible. L'idée, ce n'est pas de beaucoup parler pour que les gens puissent, au final, ne rien retenir, mais l'idée étant que je puisse aller à l'essentiel, dire des choses qui impactent pour que vous puissiez vous souvenir de ce que j'ai dit. Donc, notre plan pour ce soir, ça sera voir le leadership transactionnel avec le cas de Thomas Sankara.
voir ensuite le leadership situationnel avec le cas de Kofi Annan et voir le leadership mixte. Comment on fait pour switcher d'un leadership à un autre. Alors, il y a cette citation qui résonne très vrai, qui est de Abraham Maslow, qui dit « Si le seul outil que vous avez est un marteau, tout problème ressemble à un clou. » C'est vrai, parce que le problème qu'a en fait la plupart des leaders, c'est que à force d'avoir un seul type de leadership dans leur botte, ils voient ce type de leadership partout. Ils essaient d'appliquer ce type de leadership partout et souvent, ça se solde par des échecs. D'accord, en milieu professionnel, avec des gens professionnels qui viennent travailler, avec des gens qui ont parfois des années d'expérience dans le métier qu'ils font, vous n'allez pas appliquer le même type de leadership que vous allez appliquer dans une association où les gens sont bénévoles, où ils viennent pour donner, pour défendre peut-être des causes qu'ils portent à cœur, d'accord. Vous n'allez pas appliquer le même type de leadership à l'armée, d'accord, où les gens se sont engagés pour servir la nation, où vous avez des supérieurs à rendre des comptes, c'est pas le même type de leadership. Donc si dans votre boîte à outils, vous n'avez qu'un marteau, un seul type de leadership, vous allez tendre à voir tous les problèmes pareils. Vous allez appliquer ce même type de leadership partout. C'est pourquoi il est nécessaire de varier. Il est nécessaire de connaître comment fonctionne tel type de leadership et comment l'appliquer. D'accord? L'idée, c'est que ce soit très, très, très clair pour vous. Aujourd'hui, on va voir deux figures. Ici, à ma droite, il y a Thomas Sankara. D'accord? Thomas Sankara, pour ceux qui ne le connaissent pas, ça va être une idole, on va dire, du Burkina Faso, qui était l'ex-Haute-Volta. Et on va parler de lui juste tout à l'heure. Lui, il va être l'icône du leadership transactionnel. De l'autre côté, il y a Kofi Annan. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il est passé secrétaire général de l'ONU. Et c'est un noir. C'est pourquoi j'ai jugé nécessaire de pouvoir prendre son exemple pour étudier aujourd'hui le leadership mixte, ou alors le leadership situationnel, si on peut le dire. C'est pas vraiment la même chose. J'avais plus envie de dire leadership situationnel, parce que lui, il est vraiment spécialisé dans ça, on va le voir tout à l'heure. D'accord? Ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que Sankara se présente comme un architecte. Il transforme les idées en action. Sa vibration, c'est vraiment l'urgence. Alors que de l'autre côté, on a un diplomate, quelqu'un qui a travaillé à l'ONU. C'est deux cadres complètement différents. Lui, le diplomate, il comprend les nuances humaines. Il voit les vibrations et s'adapte en conséquence. Commençons avec notre première figure, le bâtisseur, le leadership transactionnel de Sankara. Alors, plaçons un peu le contexte. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui connaît Thomas Sankara et qui connaît son histoire? Thomas Sankara, qu'est-ce que vous savez de lui? Personne ne sait rien sur Thomas Sankara? Bon, parce que moi, j'ai entendu des histoires sur contre Thomas Sankara, La bonne chance. euh, ouais, qu'il était un révolutionnaire, euh, qu'il a, qu'il a pris le pouvoir au Burkina Faso par un coup d'État, et qu'il a été assassiné par son ami, qui lui était proche, qui était, je pense, Blaise Compaoré. Blaise Compaoré. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça que j'ai retenu de l'histoire. Ok, merci beaucoup Silla. Alors, plaçons un peu le contexte. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que dans les débuts des années 80, d'accord, la Haute-Volta, c'est l'ancien nom du Burkina Faso, va traverser une période de multiples crises. Beaucoup de famine, beaucoup de sécheresse, beaucoup de pauvreté, et surtout la corruption était arrivée jusqu'au sommet de l'État. Le pays était en instabilité politique avec plusieurs coups d'État depuis qu'ils ont pris les indépendances vers les années 60. Et ce qui se passe, c'est que les jeunes, les paysans, tout le monde était déçu de la gestion du pays. D'accord? Alors, il y avait un capitaine de l'armée qui s'appelait Thomas Sankara, qui était assez connu pour son intégrité et pour son charisme. Il était nommé à l'époque secrétaire d'État à l'information
mais il a fini par démissionner parce qu'il dénonçait le régime actuel pour sa corruption. Sankara étant connu pour être un homme très intègre. Alors, il était assez populaire, très populaire, euh, même quand il a démissionné. Et ce qui se passe, c'est qu'en 1983, il devient Premier ministre, d'accord, sous le président Jean-Baptiste Ouédraogo. Mais son discours était trop radical, même en tant que Premier ministre. Et ça inquiétait la France, d'accord. Et ce qui se passe, c'est que la France a magouillé pour qu'il puisse être emprisonné, arrêté et emprisonné. Son arrestation, naturellement, a déclenché une révolte populaire parce que les gens l'aimaient beaucoup. Et surtout, une révolte militaire parce qu'il était beaucoup apprécié dans l'armée. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que, en fin de compte, pendant qu'il est en prison, un groupe de jeunes officiers progressistes, dont Blaise Compaoré, justement, organise un coup d'État. Il libère Sankara et le porte au pouvoir. Donc, à 33 ans, Sankara devient le président de la République. Et ce qui se passe, c'est que juste après, il devient le président de la République. Il change donc le nom du pays, qui passe de Haute-Volta à Burkina Faso, ce qui veut dire le pays des hommes intègres, d'accord? Il lance une série de réformes tout de suite, lutte contre la corruption, l'autosuffisance alimentaire, les droits des femmes, le reboisement, la santé, l'éducation, l'indépendance économique, bref, beaucoup de choses. Ce qui se passe, c'est qu'il a été un homme assez particulier. Un homme assez particulier, pourquoi? Parce que ce qui se passe, c'est que avant Sankara, et encore même aujourd'hui, quand vous entendez des hommes politiques, des hommes d'État, ils disent souvent, ils s'expriment en des termes souvent vagues. Nous allons venir, nous allons adopter des politiques pour éradiquer la faim, améliorer le bien-être des populations, renforcer la souveraineté, moderniser l'économie. Mais quand on y pense, moderniser l'économie, renforcer la souveraineté, éradiquer la faim, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ce sont des phrases en général qu'on ne peut ni mesurer ni vérifier. Ce sont des phrases assez ambiguës et dont les résultats sont impossibles en fait à palper. Quand lui il arrive au pouvoir en 1983, il sait que le temps est compté et que son peuple a besoin de résultats rapides. Il a donc commencé à adopter tout de suite une méthode assez implacable qui était propre à lui. Et c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai choisi pour étudier le leadership transactionnel. C'est que on constate tout de suite que dans tout ce que lui il faisait, il a commencé à éliminer le flou. Et ça va être le pilier numéro 1 des deux piliers qu'on va étudier avec Sankara. Le pilier numéro 1, c'est la clarté radicale dans les discours et dans les exécutions de Thomas Sankara. L'ennemi numéro 1 de Thomas Sankara, c'était le flou. Quand il vient au pouvoir, tous ses projets avaient des noms assez pratiques. Par exemple, un village, un bosquet. Les bosquets, ce sont donc des boisements de quelques hectares qu'on plante. Parce qu'à l'époque, ce qui se passe, c'est qu'au Sahara, c'était assez désertique et ça causait des problèmes au niveau de la population. Donc il fallait en fait reboiser pour permettre de cultiver et ainsi de suite. Donc le nom du projet, le nom des projets, c'est un village, un bosquet. Un autre projet s'appelait 2 repas et 10 litres d'eau par jour. Un autre projet s'appelait vaccination de 2,5 millions d'enfants en quelques semaines. Ici, on sent bien que c'est un homme qui n'aime pas le flou. Il aime quand c'est précis. Il aime quand c'est clair. Un village, un bosquet. En fait, ce qui se passe, c'est que dans ce genre de situation, on est facilement dans l'attente du résultat quand on est dans un village. Est-ce que notre village a un bosquet? Non. Mais le président, il a dit que chaque village devait avoir un bosquet. Et c'est de ça dont il est question dans tout ce que faisait Sankara. Surtout en ce qui concerne la vaccination. Ce qui se passe, c'est qu'il a donné un délai. Et c'est cette échéance qui a fait en sorte que tout soit chiffré et que le record puisse être battu. Et le monde entier s'est étonné de l'efficacité du Burkina. Sankara, il sait le flou. Parce que le flou est une arme des régimes faibles ou corrompus. Ils promettent et ils ne font rien. Et constatez, en général, la plupart des hommes politiques, en tout cas ceux qui naviguent dans le flou, sont en général ceux qui ne font rien par la suite. Parce que donner des arguments clairs revient à donner des outils à la population de pouvoir mesurer en fin de compte l'impact
de ce que vous faites. Lui savait que la clarté radicale permettait de mobiliser le peuple. Et surtout, il faisait en sorte de rendre les excuses impossibles. Et c'est ça que doit faire un vrai leader qui veut évoluer dans le leadership transactionnel. Aujourd'hui, dans les entreprises, dans les associations, dans les clubs, même dans les salles de classe et même dans les amphis, on a trop de chefs de classe, de managers de projet, de chefs d'équipe, qui au final sont tellement, mais tellement flous. On évolue dans des cadres où on ne comprend rien de ce qui se passe. Et quand on ne comprend rien de ce qui se passe, l'équipe est perdue. L'équipe ne sait pas quoi faire. Tout est ambigu. Et donc l'échec s'installe. Souvenez-vous en tant que leader que l'échec est souvent, très souvent, favorisé par le flou. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on fait. Et que l'ambiguïté est meilleure amie de l'échec. Et ça en va pas seulement dans le cadre de leadership, mais même dans le cadre de la vie. La raison pour laquelle il faut se fixer des objectifs de vie et ne pas se lever du jour le jour, c'est parce que justement, on doit éviter d'être ambigu. La majeure partie du temps, les gens s'ennuient parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Leur vie est ambiguë. Ils se lèvent le matin, ils ne savent pas quoi faire. Ils n'ont aucun objectif. Ils ne vont nulle part. Ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Et l'ambiguïté, surtout dans le cadre du leadership, est beaucoup plus grave parce qu'il permet aux gens de faire ce qu'ils veulent. Un véritable leader doit être capable de dire les objectifs à son équipe et de dire comment quantifier et mesurer ces objectifs. Si vous êtes un leader et que je demandais à votre équipe, à 3 membres de votre équipe, quelle est la priorité numéro 1 pour la semaine? Est-ce que j'obtiendrai 3 réponses identiques ou j'obtiendrai 3 réponses différentes? Si j'obtiens 3 réponses différentes, ça se voit tout de suite qu'il y a un problème de leadership. On ne sait pas exactement ce qu'on fait. Vous êtes une équipe, vous avez un leader et vous ne savez pas quelle est la priorité pour la semaine. On a un problème. L'objectif de le leadership transactionnel, en dehors du fait de coacher, en dehors du fait d'accompagner, ça va être d'être extrêmement clair dans le protocole qu'il faut appliquer en cas de tel problème ou tel problème. C'est le pilier numéro 1 du leadership transactionnel. Est-ce que jusque-là on est bon? Est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on est bon, les amis? Pas de questions? Je peux passer? Bien. Le pilier numéro 2 va être l'exemple. On ne peut pas demander à un leader d'être un leader, ou un vrai leader n'est pas un leader en vrai, s'il ne peut pas montrer l'exemple. Ce qui se passe avec Sankara, c'est qu'il était l'exemple même de ce qu'il disait. Quand il arrive au pouvoir, il n'était pas d'accord avec le fait qu'on puisse tout le temps, avoir des gros salaires quand on est au gouvernement pendant que le peuple meurt de faim. Et ce qu'il fait, c'est qu'il vend les Mercedes du gouvernement pour finalement des Renault. Il réduit les salaires, même le salaire du président, même son propre salaire. Ce qui fait que Sankara ne prêche pas seulement l'intégrité, il le vit. Et puisqu'il le vit, il devient tout de suite la personne, l'exemple à suivre. Ce qui fait que la confiance ne se demande pas, elle se démontre. Votre standard personnel devient le standard de l'équipe. Ne demandez pas à l'équipe de faire des choses que vous ne faites pas vous-même. Ne demandez pas aux gens que vous leadez d'aller dans des directions que où vous n'allez pas vous-même. Et ça, c'est impératif. Et il est nécessaire de se poser la question, quelles règles exigez-vous des autres que vous vous autorisez, même subtilement? Il n'est pas nécessaire de pouvoir comme ça emmener une équipe alors que vous savez très bien que vous ne faites pas ce que vous leur demandez de faire, ou parfois même pire, que vous n'êtes pas parfois en mesure de faire ce que vous leur demandez de faire. Alors, on a parlé du leadership finalement. On a parlé du leadership transactionnel avec les 2 points de Thomas Sankara. Mais comment on construit cette machine?
Comment on fait en sorte que les gens puissent finalement nous suivre quand on pratique un tel leadership transactionnel? On a, c'est vrai, éliminé l'ambiguïté, on a établi des protocoles clairs. On a fait en sorte d'être un exemple. Et maintenant, comment on fait pour construire la machine? Il faut pouvoir évoluer par récompense. La récompense n'est pas forcément de l'argent. La récompense peut être un merci. La récompense peut être un merci public devant les gens, devant les autres membres de l'équipe. Les récompenses conditionnent les personnes qui travaillent pour vous et leur permettent de faire plus la prochaine fois. Célébrer publiquement et spécifiquement les succès par rapport aux objectifs. C'est la première étape. Et surtout, n'oubliez pas de dire également quand ça ne marche pas que ça ne marche pas parce que vous n'avez pas apprécié. C'est ça la base même du leadership transactionnel. Faites également un management par l'exception. Intervenir quand les standards deviennent intervenir quand les objectifs ne sont pas atteints. Et vous voyez bien que l'objectif n'est pas atteint. L'idée, ça va être d'aller coacher la personne pour qu'elle puisse être capable de justement exécuter l'objectif. Mais ça, on va y revenir avec le leadership situationnel. Et donc, en parlant de tout ça, les limites qui vont être les limites du leadership transactionnel, parce que tout système a des limites, vont être que, puisque ce leadership est comme ça, il ne va pas stimuler la créativité hors du cadre. Il est différent du leadership de Nelson Mandela, où on disait que la vision était au sommet de ce leadership. Il ne stimule pas la créativité. Il peut créer des exécutants et pas des innovateurs. Et surtout, il n'est pas adapté à la gestion des problèmes complexes et imprévisibles. Et c'est justement là que commence le deuxième type de leadership que nous allons voir ce soir, le leadership situationnel, avec Kofi Annan. Est-ce que jusque-là on est bon? Est-ce que jusque-là on est bon? Pas de questions? Ok. Alors, Monsieur Kofi Annan, est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de lui, comme Thomas Sankara? Monsieur Kofi Annan, vous pouvez écrire dans la barre de chat ou libérer le micro. Monsieur Kofi Annan, est-ce que vous avez déjà entendu parler de lui? Alors, bonsoir. Pour ma part, vaguement, je dirais, vaguement. Vaguement. Oui. Et qu'est-ce que vous avez entendu qu'on disait de lui? Si ma souvenance est bonne, je me rappelle que quoi, il a été dans l'ONU, soit il a occupé un poste important, bien, un truc comme ça. Ok. Alors, Monsieur Kofi Annan a été secrétaire général de l'ONU. En tant que secrétaire général de l'ONU, il était amené à être diplomate. D'accord? Il pouvait switcher de l'ambassadeur d'un pays au téléphone à la femme de ménage, ensuite switcher au premier ministre d'un autre pays, et ainsi de suite. C'était un diplomate. Et le leadership qu'on va étudier avec ce monsieur, ça va être un leadership situationnel. Et qu'est-ce que ça va vouloir dire concrètement? C'est qu'en fait, l'idée de ce type de leadership, ça va être de diagnostiquer avant de prescrire, exactement comme le fait un médecin. Alors, ici, disclaimer, j'aimerais dire que ici, ça va être beaucoup plus technique qu'avec avec Thomas Sankara. Il va falloir que vous puissiez peut-être vous concentrer un peu plus, mais ne vous en faites pas, ça va passer, ça va être assez compréhensible. Donc ici, j'explique grosso modo de quoi il s'agit. J'ai évité de mettre beaucoup trop de diapos pour éviter de surcharger ma présentation et de présenter beaucoup de diapos pour rien parce que ça après ça c'est des fatigues visuelles. Donc je vais parler, d'accord, pour expliquer de quoi il s'agit et ensuite vous comprendrez au fur et à mesure. Donc l'idée avec le leadership situationnel, ça va être d'appliquer un type de leadership devant chaque personne en fonction de la situation et en fonction de la personne. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une équipe de 100 personnes, d'accord?
Mais les 100 personnes ne sont pas pareilles. Ils n'ont pas le même type de compétences et ils n'ont pas le même type d'engagement. Il se peut que peut-être une des personnes de votre équipe, la personne numéro 93, va être une personne qui vient d'arriver dans l'équipe. D'accord? Elle va avoir des compétences basses et souvent un engagement très élevé. Souvent, ceux qui viennent d'arriver ont un engagement très élevé. Et ça va être ceux-là qu'on va appeler les débutants enthousiastes. Vous pouvez le voir sur l'écran. C'est la première ligne jusqu'ici, juste ici. J'ai sauté. Je vais revenir. Voilà. Donc, l'idée, c'est de comprendre que dans l'équipe, il y a différents profils. Les gens sont différents. Le leadership situationnel, ça sera d'arriver à diagnostiquer la personne qui est en face de moi. Quel est son niveau de compétence par rapport à la tâche que je veux qu'elle puisse exécuter? Et ensuite, quel est son niveau d'engagement? Est-ce qu'elle est très engagée ou est-ce que la personne est plutôt moyennement engagée? En général, les personnes qui donc sont débutants ont un engagement très élevé parce qu'ils viennent d'arriver, ils sont en train d'apprendre, ils sont en train de faire des marques, donc ils veulent prouver. Et ce genre de personnes doivent être coachées de manière différente que par exemple ceux qui ont une compétence faible et un engagement faible. Oui, c'est possible d'avoir dans son équipe quelqu'un qui a une compétence faible et un engagement faible. Il est possible aussi d'avoir quelqu'un qui donc a peut-être plusieurs années d'expérience dans le domaine où il évolue, qui a une compétence très élevée et qui a un engagement variable. Il peut être un exécutant, mais il peut, voilà, en fonction du mood de l'entreprise, du mood des gens, il s'adapte. Et il y a le quatrième type qui ont donc des compétences très élevées et qui a un engagement très élevé. Ceux-là sont, on va presque dire, des experts autonomes. L'idée ici, c'est de comprendre que le leadership situationnel est un leadership caméléon, qui change en fonction de la personne en face de qui je me trouve. Et donc, l'idée, c'est que je puisse savoir exactement quoi faire devant quel type de personne. Alors, ici, dans le diapo précédent, vous avez constaté qu'il y avait des D1, D2, D3. C'est pour illustrer les types de situations. Et ensuite, là, on a donc ce qu'il faut faire quand on a ce type de personne en face de nous. L'idée, ça sera qu'on aille directement sur ce petit schéma, qui est peut-être en anglais, mais bon, qui est assez explicite. Ici, l'idée, c'est de comprendre que la personne qui va avoir peu de compétences, ok, on ne voit rien sur l'écran épinglé. Est-ce que l'écran est toujours noir ou bien? Merci de me répondre. Est-ce que là, tout de suite, est-ce que vous voyez? Est-ce qu'il y a un problème? Merci, c'est justement votre photo hein, qui est à l'écran. Donc, Ok. automatiquement, en vous écoutant, c'est comme si vous êtes en train de faire passer ce que vous êtes en train de dire, Ok. à mon avis. Seulement, c'est juste une photo qui est juste à l'écran. C'est ça. Ok. De l'autre côté, il y a Hermé qui dit c'est visible de son côté. Ok. Est-ce que tu peux essayer de te déconnecter et te reconnecter? Je vais essayer alors. Merci. Oui, oui. Essaye pour voir ce que ça donne. Ok, il y a Scylla qui dit qu'il voit bien aussi. Donc, on va voir, on va voir. On va le laisser revenir et puis voir s'il arrive à voir. Donc ici, comme je le disais, l'idée, ça va être d'appliquer un leadership différent devant les personnes qui vont être dans l'équipe, qui ont naturellement donc euh, des compétences, de niveau de compétences différents et aussi, donc comme ça, un engagement différent. Alors, le mieux serait que je puisse utiliser
présentation parce que c'est beaucoup plus simple pour moi. Ici, je peux vous montrer. Donc, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, c'est pas grave. Hein. Écoutez-moi, écoutez-moi et vous comprendrez, d'accord? Donc, le niveau des 1, ça va être ceux-là qui vont donc comme ça avoir peu de compétences, qui vont être des nouveaux. On l'a vu hein, souvent avec des nouveaux stagiaires dans les entreprises, ils arrivent et ils sont en général très motivés. Donc, ils vont avoir beaucoup de motivation. L'idée avec eux, ça va être de pouvoir les coacher, d'accord, de les donner des directives et de les laisser faire, tout en veillant bien sûr à ce qu'ils font. Donc, en face de moi, j'ai un nouveau qui vient d'arriver, qui est très motivé, qui est très engagé et qui veut faire quelque chose. L'idée, c'est que je puisse lui donner des directives claires pour qu'il puisse le faire. D'accord? On ne manage pas chaque membre de l'équipe de la même manière. Parce que sinon, après, ça se retourne contre nous. On se retrouve souvent avec des tâches qui sont souvent bâclées, pas fait comme on le voulait, ou alors, c'est bon maintenant? Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui ne voyait pas. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Ok, super. Donc, l'idée, ça va être, avec donc celui qui vient d'arriver, qui a des petites connaissances ou compétences, de pouvoir le donner des directives. Donc, on est avec lui sur un style directive. On lui montre et on lui dit comment il fait. D'accord? L'idée étant de faire en sorte qu'il puisse déjà essayer de comprendre ce qu'il fait pour s'imprégner donc de l'univers de l'entreprise, de l'univers de l'association, de l'univers du club ou alors de l'univers peut-être du groupe que vous dirigez. D'accord? Le deuxième style, ça va être ceux qui vont venir, qui ont comme ça peu de compétences et peu d'engagement. Alors, vous allez avoir ce genre de personnes dans vos équipes. Ce genre de personnes qui, déjà, il n'est pas motivé pour être là. Et en plus, ce qu'il fait, c'est pas ça. D'accord? En tant que leader, vous ne pouvez pas rejeter ce genre de personnes. Et j'ai toujours été contre le fait de rejeter ce genre de personnes. Ici, donc, c'est la deuxième partie. C'est ici, juste là. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Donc, ici, l'idée, ça va être de coacher la personne. Il arrive, il a peu d'engagement et il a peu de compétences. Là, il faut coacher la personne. Essayez de comprendre quels sont ses centres d'intérêt. On a parlé du coaching lorsqu'on parlait du leadership transformationnel. Quels sont ses centres d'intérêt? Qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas? Pourquoi exactement est-ce qu'il n'est pas motivé pour pouvoir être dans l'équipe ou accompagner l'équipe? Qu'est-ce qui ne va pas exactement avec lui? Il faut s'intéresser à la personne. Poser les bonnes questions. Chercher à comprendre quel est l'élément qui ne lui met pas à l'aise dans l'équipe. Et au bout du coaching, essayez donc de lui donner des directives pour qu'il puisse essayer d'être utile au bout du compte. Parce que n'oubliez pas, il n'est pas compétent. Ou alors, il a peu de compétences, donc il doit apprendre. Le problème avec lui, c'est qu'il n'est pas motivé. C'est pour ça qu'on le coach. Je ne sais pas jusqu'à là, je suis bon, parce que j'ai l'impression que c'est un peu technique. Est-ce que jusque là, on est bon? Jusque là, on est bon. Bon, moi j'aurais une question. Oui, allez-y. Ouais, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur comment faire le coaching là pour les gens qui sont peu motivés et avec peu de compétences? Ok. Donc, pour faire simple, je vais montrer à l'écran. Ici, juste en bas, vous avez D1, D2, D3 et D4. D'accord? On va dire que D1, D2, D3, D4, ça va être le niveau de développement, d'accord, de la personne qui est dans votre équipe. Le premier niveau, ça va être donc le niveau de la personne qui est peu compétent, mais qui est très motivé. Ça va être un nouveau qui vient d'arriver, qui est peu compétent parce qu'il vient d'arriver. Il ne connaît pas encore la structure de l'entreprise, il ne connaît pas encore la structure du groupe, il ne sait pas encore comment ça fonctionne. D'accord? Il a envie d'être formé, il a envie d'être accompagné. Mais il est très motivé par contre pour apprendre. Ce genre de personne, on applique un style directif avec lui, où on lui donne des directions. Fais ceci, fais ceci, fais ceci, fais cela. Le deuxième type, ça va être donc la personne qui a peu de compétences et peu de motivation. C'est-à-dire qu'il est dans l'équipe, pour une raison ou une autre, il est là, peut-être parce qu'on l'a forcé à être là, mais il n'est pas motivé
et il n'est pas compétent. Ou alors il est peu compétent et il est peu motivé. D'accord? Ça va être en général le boulet de l'équipe. C'est-à-dire que lui, déjà, il va arriver en retard, il ne va pas faire les tâches convenablement et il va rentrer avant tout le monde. C'est ce genre de personne. Ou alors, si vous êtes dans une association, ça va être la personne qui évite les tâches, qui évite les responsabilités, qui évite de prendre un quelconque engagement. Ou alors, si vous êtes dans un bureau, par exemple, d'une ONG ou d'un club, ça va être cette personne-là qui se désintéresse complètement de ce que vous faites. Et quand vous faites une liste de tâches, ces tâches à lui, il les fait mal, ou il les fait pas du tout, ou il les fait en retard, ou il les fait pas bien. Ça va être ce genre de personne vraiment qui nuit à l'équipe. D'accord? L'idée, c'est qu'en tant que leader, on puisse coacher ce genre de personnes. Le leader, je le répète, s'intéresse à tous les membres de son équipe. Peu importe comment il est, peu importe d'où il vient, peu importe ce qu'il a comme défaut, le leader s'intéresse à lui. Le leader est ami avec les personnes qu'il lead. Il essaye de coacher cette personne. C'est-à-dire, ça va être « Bonjour, comment vas-tu ? Voilà, j'ai constaté qu'il y avait ça. En fait, l'idéal, c'est que nous, on travaille comme ça. Donc, j'ai constaté qu'il y avait ça. Je voulais qu'on discute pour savoir un peu qu'est-ce qui te dérangeait exactement. Est-ce que tu as un problème en particulier? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait quelque chose qui ne te plaît pas? Est-ce que peut-être que tu as un problème avec peut-être les matériels que tu utilises? Quel problème exactement? Est-ce que tu as un problème peut-être, tu habites loin d'ici? Est-ce que vous voyez, il y a forcément un truc qui fait qu'il ne puisse pas être productif comme les autres. Et pire, qu'il ne puisse pas être motivé comme les autres. Donc on va essayer d'entrer dans sa psychologie, poser les bonnes questions, discuter avec lui et lui faire comprendre qu'on voudrait bien, un, l'apprendre pour qu'il puisse développer ses compétences, et deux, faire en sorte de l'intéresser un peu plus à ce que le groupe fait. L'idée, ça va être de le coacher pour l'emmener à être compétent et l'emmener à s'intéresser à ce que vous faites, c'est-à-dire à être beaucoup plus motivé. Est-ce que c'est bon? À ce niveau, on est bon. Ok, super. Le troisième niveau, ça va être donc ici le niveau D3 où on a affaire à des gens donc, dans l'équipe qui sont très compétents, qui peuvent faire, mais qui malheureusement ne sont pas très motivés ou sont motivés variablement. Donc souvent il est là, souvent il n'est pas là. Voilà. Alors, ce genre de personnes, en général, ce qu'on fait, c'est que on discute avec eux. L'idée étant, ici, de pouvoir participer à une discussion. On applique un style, comme on dit, un style participatif. C'est-à-dire que on va discuter avec lui, on va essayer de le convaincre à être beaucoup plus présent. Objectivement, et même, pourquoi pas, subjectivement. C'est-à-dire qu'on a affaire à quelqu'un qui est compétent, mais pour une raison ou pour une autre, ne s'intègre pas. Parce que s'il ne s'intègre pas, du coup, c'est qu'il y a un problème. Il ne s'intègre pas dans l'équipe parce qu'il y a un problème. Est-ce que c'est parce qu'il ne trouve pas son centre d'intérêt? Est-ce que c'est parce qu'il juge peut-être qu'il n'est pas respecté? Est-ce que c'est parce que En général, vous verrez que c'est parce qu'il trouve qu'il n'est pas respecté. Parce que les gens qui sont compétents savent qu'ils sont compétents et trouvent qu'on ne les met pas à leur juste place, en général. Donc ça va être un style participatif. Le leadership appliqué avec eux va être un leadership participatif. Donc on discute. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que tu aimerais un peu plus de responsabilité dans l'équipe? En fait, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Après, l'idée, c'est que même s'ils ne répondent pas, que vous puissiez être capable de déceler dans ses réponses ce qu'il veut réellement et le lui offrir. Et après, donc, en dernier lieu, il va avoir un T4, ceux qui sont très compétents et très motivés. Et c'est à ce genre de personnes qu'on délègue des tâches. Alors, l'idée, si vous regardez même le schéma qui est à l'écran, vous voyez que c'est vraiment c'est orienté, d'accord, il y a des flèches. C'est parce que tout leader doit être capable d'emmener chaque membre de son équipe jusqu'au niveau des 4. Jusqu'au niveau où il devient très compétent et très motivé. Ça va être l'objectif de tout leader, de quitter l'étape D1 et d'emmener à l'étape D4. Même si on a affaire à un D2, c'est-à-dire une personne dans l'équipe
qui est absolument pas motivé et absolument pas compétent. Il faut qu'un leader, un bon leader, soit capable de l'intéresser, de le former jusqu'à ce qu'il devienne un des 4, quelqu'un qui est très compétent et très motivé. De telle sorte qu'on puisse déléguer des tâches. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Jusque-là, est-ce qu'on est bon? Super. Alors, maintenant que c'est dit, les questions qu'il faut se poser, d'accord? Qu'est-ce que je dis? Les questions qu'il faut poser à la personne à qui on est en train de l'idée, la personne qu'on lead, c'est déjà d'essayer de comprendre avec lui, c'est-à-dire sur une échelle de 1 à 10. Est-ce que tu fais vraiment confiance à tes compétences pour pouvoir exécuter cette tâche? Est-ce que tu penses que tu pourrais t'en sortir seul? Et surtout, de quoi as-tu besoin pour ça? Ça permet de voir, est-ce que la personne est vraiment compétente pour ce qu'il est venu faire? Ce qui fait qu'il y a une phrase qu'il ne faut pas oublier. Vous managez un système, mais vous dirigez des humains. Et chaque humain est différent et c'est la base du leadership situationnel. Devant ces situations que j'ai présentées, D1, D2, D3, D4, il faut savoir switcher, changer, être capable de changer de peau. Ce qui fait que dans une équipe, dans un groupe, vous pouvez être à T égale à 0 en train d'appliquer un leadership transactionnel et à T égale à 1 en train d'appliquer un leadership transformationnel. Et à T égale à 2, appliquer un leadership d'influence. Ce qui n'est absolument pas la même chose. Le leadership situationnel, c'est l'art de pouvoir savoir comment est chaque membre de l'équipe, à quel niveau est chaque membre de l'équipe. C'est pourquoi, si vous avez des équipes, il faut pouvoir les classer. Si vous êtes un leader et que vous avez une équipe, vous devez savoir si chaque membre est D1, D2, D3, D4. Pour savoir exactement comment est-ce que je fais pour m'y prendre avec lui. Et comment est-ce que je fais pour m'y prendre avec l'autre. Ce qui fait que vous allez avoir plusieurs styles, d'accord, de leadership. Alors, l'idée, ça va être que la vision de Mandela, ça va être inspiré le pourquoi. Le leadership transformationnel. Ici, pour revenir, c'est un leadership qui est appliqué dans des secteurs où il n'y a aucune structure. Vous arrivez quelque part, il faut monter un comité, il faut peut-être que vous puissiez exécuter une tâche particulière, on vient de vous donner un groupe de personnes, il n'y a rien qui est établi. Dans ce genre de moment-là, on applique un leadership transformationnel. Vous prenez la vision, vous vous imprégnez de la vision et vous transmettez la vision aux membres de votre équipe tout en veillant à connaître chacun d'eux personnellement. Ensuite, une fois que c'est fait, vous pourrez maintenant appliquer un leadership transactionnel en veillant à faire comme Sankara, à structurer, à éviter toutes sortes d'ambiguïtés et en faisant en sorte que vous puissiez vous-même être un exemple. Structurez les choses, mettez des deadlines, mettez des objectifs SMART, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels. Exécutez-les avec votre équipe, tout en veillant à ce que vous puissiez connaître chaque type situationnel de votre équipe, leurs compétences et leurs motivations. Et c'est ça qui est la boîte à outils que vous allez avoir pour être un bon leader. Et donc, à partir de maintenant, il faut pouvoir maintenant poser la question à chaque fois que vous vous retrouvez dans un environnement, quel type de leadership je vais pratiquer ici? Et devant chaque tâche, quelle est la nature de la tâche? Est-ce que la tâche est complexe? Est-ce que la tâche est simple? Est-ce que je peux la donner donc à quelqu'un qui est du type D4, du type D3? Devant la personne, devant chaque membre de l'équipe, il faut que je puisse être capable de savoir son niveau de compétence et son niveau d'engagement. Tout leader doit savoir ça. Et surtout, déterminer dans quel style vous allez avoir. Comment je fais? Quel leadership j'applique ici? Est-ce qu'il faut que j'aille plutôt sur un leadership transactionnel, c'est-à-dire il faut que je sois avec lui, que je l'accompagne et que je puisse l'aider dans la structure, que je puisse le motiver, que je puisse le récompenser publiquement? Ou est-ce que je dois être dans le leadership transformationnel, c'est-à-dire plus le lien humain, le coaching, essayer de l'accompagner? Tout ça, c'est la boîte à outils que vous devez avoir. C'est pourquoi le but final du leadership n'est pas de devenir indispensable.
c'est de construire une équipe si forte, si autonome et si alignée qu'elle peut réussir, même à votre absence. C'est pourquoi l'idée a toujours été d'emmener les gens à être exactement compétents comme vous. Et donc, pour finir ma présentation, l'engagement pour aujourd'hui que vous devez prendre, que tu dois prendre, ça sera de pouvoir adopter un leadership type. Prenez une minute, réfléchissez dans le cercle dans lequel vous évoluez, quel est le leadership qui est applicable et qui va marcher. On a parlé du leadership d'influence pour fédérer, on a parlé du leadership transformationnel pour inspirer, on a parlé du leadership transactionnel pour construire et on a parlé du leadership mixte pour pouvoir maîtriser, du leadership situationnel. Et donc, j'en ai fini. Je suis à vous pour la phase des questions-réponses, s'il y a des questions-réponses, et nous allons voir ensemble, avec vous, en fonction de vos questions, comment est-ce qu'on peut, donc comme ça, peaufiner tout ce qui a été comme zone d'ombre pendant toute la présentation. Merci à vous. Phase de questions-réponses. Je vais aller dans le chat. Ok. Je suis tout à vous. Est-ce qu'il y a une question? Quelque chose a été flou? N'hésitez pas à poser toutes sortes de questions. Surtout, n'oubliez pas, hein, on discute. D'accord? On discute. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Non? Personne n'a une question? Ok, si personne n'a une question, j'aimerais bien... Oui. Bonsoir. J'entends une voix féminine, une voix masculine. On va commencer par la dame. Les femmes d'abord. Bonsoir, Monsieur Berry. Bonsoir. Merci beaucoup pour l'initiative. Moi, je souhaiterais connaître les différences entre deux concepts, Oui. que sont le leadership et le développement personnel. Et également, je souhaiterais aussi savoir si ces deux concepts, ils interagissent ensemble ou bien agissent séparément. Ok. Merci. Leadership et développement personnel. J'ai toujours eu l'habitude de dire que le leadership est vraiment l'archétype de développement personnel. Alors pourquoi? Je vais faire la différence de manière très simple. Le développement personnel, c'est une science. D'accord? Dont l'objectif est d'emmener chaque personne à pouvoir se dépasser chaque jour de sa vie. Quand on prend un coaching en développement personnel, l'idée, c'est d'emmener la personne à devenir une meilleure version de lui-même chaque jour qui passe. Donc, c'est une progression constante. D'accord? C'est comme une courbe exponentielle qui grandit et qui grandit et qui grandit. Je vais peut-être revenir sur ça. Je donne donc du coup la définition du leadership. Le leadership, ça va être la capacité de pouvoir mener une équipe à un objectif donné ou à des résultats donnés. Ça va être l'influence ou l'impact qu'on va avoir sur un groupe de personnes. D'accord? Maintenant, pourquoi je dis que le leadership, ça va être l'archétype de développement personnel? Parce que justement, pour être un leader, il faut absolument être capable d'avoir des outils qui nous permettent de chaque jour être une personne meilleure que la veille. Donc, quelqu'un qui pratique du développement personnel. Maintenant, le développement personnel tel qu'il est conçu est fait de différentes parties. La première partie, en général, c'est ce qu'on appelle donc comme ça la découverte de soi. Ça va être constitué de 3 sous-parties qui seront la découverte de soi, l'acceptation de soi et l'amour de soi. D'accord?
Non, non, j'ai dit découverte de soi, c'est estime de soi. Donc, la première partie du développement personnel, ça va être l'estime de soi, qui va être constituée du développement, de la découverte de soi, de l'acceptation de soi, et ensuite de l'amour de soi. D'accord? L'estime de soi va être la première partie du développement personnel. Ensuite, la deuxième étape, ça va être la mise en place d'objectifs, l'établissement d'objectifs à court, moyen et long terme. La troisième étape, ça va être tout ce qui est compétences stratégiques en fonction des objectifs qu'on s'est fixés. La quatrième étape, ça va être le mindset, le growth mindset, comme on l'appelle ça, d'accord? Et donc ça constitue le monde du développement personnel. Un monde que le leadership connaît bien, puisqu'il est obligé d'avoir ces outils-là pour pouvoir, comme ça, leader une équipe. Alors que dans le leadership, on apprend aux gens des compétences techniques, d'accord? Pour pouvoir emmener ou pour pouvoir, on va dire, diriger un groupe de personnes. Le leadership d'influence, on va apprendre à connecter. Le leadership transformationnel, on va apprendre à porter une vision. Dans le leadership transactionnel, on va apprendre à structurer et à faire en sorte d'être dans cette structure. Et dans le leadership situationnel, comme on vient de le voir, on va apprendre à déceler quel type sont les personnes que je lead et comment faire en sorte de les guider. Donc voilà un peu la différence. Je ne sais pas si j'ai été assez clair, mais c'est vraiment pas la même chose. Donc je ne sais pas si j'ai pu être clair. Est-ce qu'elle est là, Astou? Oui, j'ai bien compris. Merci. Ok, super, merci. Du coup, il y avait une voix rock. C'était qui? Bon, c'était moi, je voulais poser une question. Ah oui, c'était vraiment une voix rock. Je me suis pas trompé. Oui, vas-y. Alors, il est certes vrai que la méthode de leadership de Sankara et de Anand sont complémentaires, mais ma question serait de savoir si une personne était amenée à choisir dans un premier temps un modèle de leadership autant pour moi, lequel devrait-il choisir en premier lieu de switcher sur voilà, le deuxième modèle de leadership? Ok. Alors, ce qu'il faut comprendre déjà de base, c'est que tout dépend, l'application du modèle de leadership dépend du domaine dans lequel la personne évolue. Si j'ai en face de moi un manager qui a une équipe qui est chargée de faire de la gestion de projet dans une entreprise, lui, il doit appliquer un leadership transactionnel parce qu'il a un cadre établi. Il a un protocole, il a des chefs qui attendent des résultats, donc il doit appliquer un leadership transactionnel. Ce type de leadership va constituer à pouvoir, pouvoir motiver ses troupes, de pouvoir lever toutes sortes d'ambiguïtés dans les objectifs et dans les résultats qu'on est en train de vouloir mettre en place, et dans pouvoir accompagner ses troupes dans l'exécution de chaque tâche. Vous voyez? Donc, si j'ai en face de moi quelqu'un qui plutôt évolue dans une start-up, par exemple, c'est une application qui vient d'être mise en place, on a constitué une équipe dans laquelle il y a un chargé marketing, il y a un chargé de communication, il y a un chargé, je sais pas, ressources humaines, il y a un chargé financier, et il est chargé, et lui, il est comme ça, en train de leader ce genre d'équipe. Vous voyez, c'est pas vraiment la même chose. L'idée là-bas, ça sera d'appliquer un leadership transformationnel, puisque là-bas, il faut porter une vision. Mais oui, on peut se retrouver en train d'appliquer un leadership transformationnel et un leadership situationnel. C'est possible. Donc, l'idée, c'est de pouvoir comprendre qu'il n'y a pas vraiment un type qu'on adopte de manière générique. Ça dépend vraiment du milieu dans lequel on est, de ce qu'on a en face de nous et voilà, du contexte en fait, parce que ça change. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais vraiment, comme ça, là, je ne saurais pas dire à quelqu'un, oui, choisis tel type de leadership ou tel type de leadership. Je ne sais pas si on est bon, Herman. Oui, effectivement, c'est bon pour moi. Merci beaucoup. Ok, super. Il y avait une main levée, je pense, que j'ai vue tout à l'heure. Oui, c'est Galen Galen. qui lève la main. Oui, vas-y. C'est cela, oui. Merci, monsieur Dedi. J'aimerais d'abord voilà, apporter mes vivants
encouragement pour cet exposé, pour cette présentation assez explicite et brillante de votre part. Voilà, ce sont des initiatives qui vont nous faire grandir davantage. Alors, Merci. j'ai quand même pas mal de questions, hein, j'ai quand même pas mal de questions. Je sais pas si je peux aller. Oui, allez. La première question, ok, super. La première question, il s'agit de, j'aimerais savoir les limites du leadership situationnel. Les limites Du leader. du leadership situationnel. Mhm. Mhm. La deuxième question, j'aimerais savoir qu'est-ce qui peut détruire le leader en fonction de tout ce qu'on a. Nous avons pris l'exemple de Sankara, de Kofi Annan, de Mandela, ainsi de suite. Mais qu'est-ce qui peut détruire le leader? D'accord. La troisième question, j'aimerais savoir, dans une organisation, on sait que dans une organisation, on n'a qu'un leader. Alors, qu'est-ce que le leader peut faire pour maintenir les suiveurs? Je parle en termes de suiveurs parce que qu'est-ce que le leader peut faire pour maintenir les suiveurs dans une organisation? Voici autant de questions que j'aimerais quand même avoir un peu des éclaircissements. Merci beaucoup. S'il te plaît, est-ce que tu peux revenir sur la troisième question? Je ne l'ai pas compris. Qu'est-ce qui peut? J'ai pas compris. Ok, super. Je disais ceci. Mhm. Comment est-ce que le leader peut faire Mhm. pour maintenir les suiveurs dans une organisation? C'est-à-dire le maintien, je parle en fait du maintien des suiveurs dans une organisation, de maintenir en fait les personnes qui sont sur lui dans une organisation en réalité. Qu'est-ce qu'il peut faire? Le leader, bien sûr. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire pour, on va dire, rester aligné avec ses supérieurs, on va dire? Ou bien, j'ai En mal fait, c'est compris. le leader. Par exemple, vous êtes le Oui, leader et voilà. Et vous êtes le leader et moi, oui, je suis sur vous. Je vois oui, un peu et les oui, autres. oui. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous maintenir, nous, dans l'organisation? Ok, ok, ok. Donc, Je en ne fait, sais pas si je me fais sûr. c'est qui le leader? C'est moi ou c'est vous? C'est vous et Ok, moi et ok, les ok. autres, nous sommes des personnes qui sont sous vous. D'accord, Donc, d'accord. Donc, qu'est-ce voilà qu'un, ce que je qu'est-ce veux qu'un, savoir. Est-ce qu'est-ce que qu'un, maintenant, vous, le leader, qu'est-ce que vous pouvez faire? ok, pour vous maintenir en fait je vois la question. D'accord, ok, C'est c'est ça. super. C'est cela. C'est cela. Merci. Ok, Ça serait tout. merci, merci. Alors, la première question, on va commencer par la première, c'était de savoir, j'étais en train de noter en même temps, c'était les limites du leadership situationnel. C'est ça. Donc, en fait, l'idée, c'est de comprendre que chaque type de leadership, naturellement, hein, va avoir ses limites. C'est pour ça, justement, qu'il y a plusieurs types et qu'on a une boîte à outils. On ne va pas utiliser une scie pour enfoncer une pointe dans un mur. Il faut plutôt utiliser un marteau. Vous comprenez? Donc, il y a des limites partout. Avec le leadership situationnel, l'idée, c'est quoi? C'est que comme la personne va switcher souvent on va dire, d'un modèle d'application de leadership à un autre, il va avoir souvent tendance à être tellement ancré dans l'organisation que il devient dépendant, enfin, l'organisation devient dépendant de lui. C'est en général ce qui se passe avec ce genre de leaders, c'est qu'ils sont difficilement remplaçables. Et même déléguer, qu'est-ce que je dis? C'est-à-dire que, pas déléguer, mais quel mot je peux utiliser? Switcher d'un leader comme ça à un autre, c'est souvent difficile. Ce genre d'équipe où, vous voyez, il y a un leader qui était là, il a fait peut-être quoi, 6 mois, un an en train de leader la même équipe, et puis paf, du jour au lendemain, il démissionne, ou il a une nouvelle offre, il part, et vous voyez que le prochain leader a tout le mal du monde à pouvoir gérer l'équipe. C'est justement parce que ce type de leadership, quand il est appliqué, fait que les gens deviennent un peu, entre guillemets, dépendants de vous. Parce que c'est difficile de pouvoir, comme ça, connaître tout le monde et de switcher. En fait, la connexion est tellement grande
que c'est souvent assez complexe. Et maintenant aussi, ce changement constant de type de leadership impose aussi beaucoup d'énergie à la personne qui pratique ce leadership situationnel, c'est-à-dire qu'il a un effort mental qu'il pratique qui est beaucoup plus grand, surtout dans des équipes qui sont dynamiques, c'est-à-dire qu'une équipe qui change tout le temps, tout le temps, tout le temps, il est obligé de réapprendre à connaître chaque profil et de comprendre le profil et de s'adapter au profil. Et c'est souvent assez compliqué. Et souvent aussi, ce type de leadership, on prend de plus en compte de la vision stratégique de l'équipe. Parce que c'est compliqué d'être à la fois dans la vision stratégique de l'équipe et dans la psychologie de tout un chacun pour essayer d'emmener ces gens à faire ce qui doit être fait. Et l'une des limites aussi qui va être un défaut vraiment grand dans le leadership situationnel, c'est souvent que comme c'est un leadership qui est orienté individu et qui évalue la compétence et la motivation de tout un chacun, l'idée c'est que le pratiquant de ce type de leadership va être emmené à accorder beaucoup plus de son temps à d'autres membres de l'équipe plutôt qu'à un certain nombre. Donc, on va souvent se retrouver dans un type de groupe où, voilà, est-ce que finalement le chef a des préférences pour un tel ou pour un tel? Est-ce que le chef n'a pas plus d'affinité avec un tel qu'un tel? Parce que on juge que telle personne, par exemple, à un niveau D4, il est assez compétent, assez motivé, donc il peut se gérer lui-même. Et donc, je veux plutôt investir mon temps dans tel qui est des deux, qui n'a vraiment pas de motivation, n'est pas compétent, et souvent c'est mal jugé par les autres. Donc il y a cette dissonance de temps qui va être instaurée dans ce type de leadership. C'est sans ça, c'est vraiment les limites que moi je vois à ce type de leadership, mais qui peuvent être palliées naturellement par les autres types de leadership. Donc il n'y a vraiment rien de ni tout noir ni tout blanc. On peut toujours switcher à tout moment. Donc la deuxième question c'était qu'est-ce qui peut détruire un leader? Tout de suite, je dirais le manque d'empathie. Alors, pourquoi je dis manque d'empathie? Parce qu'un leader se définit par son empathie. Euh, un leader, c'est pas un dictateur. Déjà, pour comprendre ça, c'est assez simple. Euh, le modèle dictatorial n'est pas un modèle, on va dire, de leadership, parce que le leadership, c'est l'art d'influencer, d'accord? C'est l'art de pouvoir être dans la tête des autres et impacter ces autres-là. Et quand on mène, on va dire, entre guillemets, je le dis vraiment entre guillemets, un leadership par la peur, c'est pas vraiment un leadership, ça devient autre chose, d'accord? C'est parce que les gens ils ne vous suivent pas parce qu'ils ont envie de vous suivre, mais parce qu'ils ont peur. Donc du coup, je dirais que c'est le manque d'empathie. Le manque d'empathie parce que ça fait tout de suite en sorte que les gens remarquent que vous n'êtes pas connecté à eux. Le matin, quand vous venez, vous ne saluez personne, vous êtes le manager de l'équipe. Vraiment, vous arrivez le matin, vous ne saluez personne. Vous ne savez même pas comment s'appellent certains membres de l'équipe. Vous n'êtes jamais en contact avec eux. Parfois, vous oubliez même voilà, leur nom. Vous demandez à l'équipe d'arriver à 7h, vous arrivez à 9h. C'est vraiment ce genre de choses qui fait que tout de suite, ça crée des cassures, les gens chuchotent, les gens parlent, il n'y a pas d'empathie, vraiment, vous êtes déconnecté de votre équipe et ça tue un leader. Ça, c'est vraiment c'est un problème. Maintenant, la troisième question que j'ai eu un peu de mal à comprendre, si je me souviens bien, c'est donc, si je suis leader, comment je fais pour faire en sorte que les gens qui sont avec moi puissent, en tout cas, porter la vision c'est-à-dire comment je fais pour faire en sorte qu'ils puissent rester dans l'organisation, dans l'association, dans l'entreprise dans laquelle je suis. Donc on a là peut-être affaire à un niveau D2 qui n'est vraiment pas compétent ou qui n'est pas motivé, ou à un niveau tout simplement D3 qui est compétent mais qui n'est pas motivé, il veut partir. Alors l'idée, ça va être d'aller chercher les centres d'intérêt de cette personne. Il a forcément un centre d'intérêt qui peut-être il ne trouve pas dans l'entreprise, dans l'association. Il faut rentrer dans ce centre d'intérêt, peu importe ce que c'est, et essayer de faire en sorte de l'emmener dans le milieu où vous êtes. Si bien sûr, ça ne nuit pas à tout le reste de l'équipe. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, dans ce genre de cas, l'idée, ça va être vraiment aussi que le bien-être de la personne en face de nous puisse être respecté. Donc si c'est trop compliqué, parfois, il est nécessaire de se séparer de cette personne. Mais si c'est assez jouable, c'est-à-dire que vous pouvez, par rapport au centre d'intérêt qu'il vous présente, le faire adhérer à l'association, à l'ONG ou à la structure, faites-le. Peut-être qu'il veut une augmentation tout simplement.
S'il y a possibilité de lui donner une augmentation, donnez-le lui. S'il ne veut pas, laissez-le partir. D'accord? Si son problème à lui, c'est peut-être que vous ne lui donnez pas assez de responsabilité, en tant que leader, voyez à quel niveau est-ce que vous pouvez peut-être le responsabiliser un peu plus. Si ça le convient, il reste. Si ça ne le convient pas, vous restez avec lui jusqu'à ce que lui-même décide de partir. D'accord? Vous aurez fait tout ce qu'il faut pour faire en sorte qu'il puisse arriver comme ça à être motivé à être dans l'équipe. Si on est dans une association, il va falloir porter les valeurs de l'association. Pourquoi l'association existe? Quelles sont les valeurs que défendent l'ONG, par exemple, dans laquelle vous êtes, ou la structure dans laquelle vous êtes? Est-ce que lui, il porte ces valeurs? Il faut pouvoir le montrer objectivement ou subjectivement par la persuasion ou par la conviction que les valeurs que vous portez sont importantes et qu'il a tout intérêt, en tout cas, de pouvoir les porter d'une manière ou d'une autre. Donc c'est un peu tout ça qui fait en sorte que la personne puisse rester dans l'équipe. Et c'est assez complexe, mais vraiment quand on est manager, quand on est leader, j'allais dire, on arrive à déceler ce genre de choses. Donc je ne sais pas si j'ai répondu de manière satisfaisante aux trois questions. Pour le retour, je pense que la troisième, les réponses ont été. Et je voudrais peut-être revenir souligner un détail sur la deuxième question, sur la réponse que vous avez donnée sur l'empathie. En fait. Maintenant, je voudrais peut-être demander faire une coïncidence entre l'empathie et l'intégrité. Est-ce que l'intégrité est... Qu'est-ce qu'en réalité le leader doit prôner pour lui, en fait, pour pouvoir faire inspirer et installer sa vision entre l'empathie et l'intégrité? Qu'est-ce qui est réellement la base dans le leadership entre l'empathie et l'intégrité, en fait? Parce que, à ma connaissance, je pense que l'empathie, c'est juste un simple ingrédient, en fait. Mais il y a un fondement en réalité qui est à soi. En réalité, qui va permettre à ce que le leadership s'assoie. Voilà pourquoi je reviens un peu sur la question de l'empathie. Pour moi, je pense que l'empathie n'est juste qu'un ingrédient, mais qui a une fondation qui va permettre de pouvoir faire asseoir le leadership. Parce qu'il y a un leader qui disait, il y a un grand leader qui disait que le leader sans une vision est un danger permanent pour les personnes qui le suivent en réalité. Soit un peu. Voilà pourquoi je reviens un peu sur la question. Est-ce que entre l'empathie et l'intégrité, qu'est-ce que le leader doit prendre? Qu'est-ce qui est réellement la base? Alors, l'empathie et intégrité. Ce qui se passe en fait, c'est quoi? C'est que si on se retrouve dans une situation où on a en face de nous un leader, d'accord? On va juste jouer à l'interrupteur, comme on dit. Supposons que ce leader-là, il n'est pas empathique, mais il est intègre. Parce qu'on est d'accord que les deux sont des valeurs importantes pour un leader, d'accord? Maintenant, on suppose qu'il faut en choisir une. Donc, on a en face de nous un leader qui est empathique, qu'est-ce que je dis? Qui n'est pas empathique, mais intègre, d'accord? De l'autre côté, on va avoir un leader qui est très empathique, mais pas du tout intègre. Alors, lui, il n'est pas intègre, mais il est empathique, d'accord? Est-ce que vous pensez que les gens auront tendance à suivre le leader intègre plutôt que le leader empathique? Parce que c'est vraiment, ça se discute, c'est une question que je pose, elle est ouverte. C'est une question? Oui, c'est une question que je pose, elle est ouverte. Est-ce que vous pensez que... D'accord. oui, c'est-à-dire que je ne parle pas de vous, hein. Peut-être que vous suivrez quelqu'un d'intègre, il n'y a pas de souci. Mais je parle de la réalité sur le terrain. Je parle de la réalité sur le terrain. Est-ce que vous pensez vraiment que les gens vont suivre quelqu'un d'intègre ou quelqu'un d'empathique? C'est une question? Bon,
je dirais beaucoup plus l'intègre. Parce que dans l'intégrité, ça résume plus pour moi, en fait. Pour moi, quand j'essaie de comprendre la notion d'intégrité, il y a tout à l'intérieur en réalité. Parce que le leadership, l'intégrité, c'est quoi dans la définition, peut-être pour ouvrir? C'est cette capacité à être un. C'est cette capacité à être un dans ses dires et dans le faire. Soit un peu. Vous pouvez avoir un leader qui sous-entend pouvoir manifester une certaine empathie de façon verbale ou encore dans ses émotions. Mais dans le fait, il se manifeste pas en réalité. Pour moi, je me dis que ce leader doit être connecté, doit être un en fait sur ce qu'il, c'est-à-dire ce qu'il dit et ce qu'il doit faire. Et je pense qu'il y a même un grand président, j'oublie son nom, qui était une personnalité renommée en Amérique en fait, mais il a juste perdu son pouvoir, son autorité parce qu'il a eu à coucher avec une jeune fille en fait. Et tout ce qu'il était, c'est-à-dire que toute sa notoriété en fait, son était éteinte. Pourquoi? Parce que il s'est discrédité en fonction de ce qu'il était et de là qu'il a eu à faire en fait. Et ça tue en fait en quelque sorte son leadership. Pour moi, je pense qu'en réalité, l'intégrité, c'est l'intégrité du leader et la fondation en fait. Et j'en souscris en fait l'empathie. Mais pour moi, pas cette partie en fait qui permet de pouvoir booster, de faire sur le leadership. Ok. D'accord. Bon, mais ce qui est sûr, c'est que c'est assez subjectif. Je pense que à chacun son point de vue. Moi, j'entends bien ce que vous dites, mais sur le terrain, je pense. C'est vrai, hein, ce que vous dites. C'est-à-dire que je préfère, en vrai, choisir un leader qui est intègre plutôt que celui qui est empathique, parce que de l'autre côté, j'aurai beaucoup plus d'objectivité. Mais je sais aussi, objectivement et par expérience, que sur le terrain, croyez-moi, le leader qui a l'empathie aura beaucoup plus d'impact. Pourquoi? Parce qu'il a la capacité de créer le lien, même s'il n'est pas intègre. C'est-à-dire que les gens vont l'aimer parce qu'il crée le lien. C'est subjectif, on est des êtres neuro-émotionnels. Vous allez constater que même quand on était dans les salles de classe, voilà, c'est la personne qui discutait avec tout le monde qu'on aimait. C'est comme ça. Il était même plus connu que le chef de classe. Il avait beaucoup plus d'influence. Et il aura toujours beaucoup plus d'influence parce que c'est comme ça. Et c'est parce qu'il a la capacité justement à créer le lien. Et c'est parce qu'il est empathique. Il aura toujours beaucoup plus d'impact, mais objectivement, on l'autre raison. À la question de savoir qu'est-ce qui peut tuer un leader, je continue de penser que c'est pas son intégrité. Maintenant, pour le cas du chef d'État qui a été... bon, là-bas, je pense que c'est un peu plus complexe. Hein. La machinerie politique, elle est beaucoup plus complexe. Quand tu couches avec une servante, par exemple, tu vois, il y a toute une machine de l'opposition qui va se ruer sur ça. C'est pas forcément que les gens vont... Voilà, hein, les gens sont capables de passer les points sur ça, mais c'est-à-dire que l'opposition va parfois aussi influer. Il y a beaucoup de choses qui vont avec. C'est assez subjectif, je dirais. Mais je continue de penser que si il y a vraiment une valeur, c'est-à-dire que s'il y avait un leader en face de moi, si il fallait que je puisse choisir une seule des qualités pour qu'il puisse avoir de l'impact, je dirais clairement qu'il faut qu'il ait de l'empathie. Maintenant, s'il faut que je puisse choisir une qualité pour qu'il ait... quand je dis de l'impact, je dis de l'impact au niveau des gens qui lead naturellement. Mais non, s'il faut choisir qu'il puisse avoir des résultats, d'accord, je dirais oui, il faut qu'il soit intègre. Mais je sais très bien d'expérience que qu'il soit intègre, il peut être intègre, mais ne pas intéresser les membres de son équipe en fait. Du coup, il aura plus tendance à travailler seul. Même si il faut que ce soit des gens aussi qui sont intègres. Donc c'est contextuel, c'est vrai, mais je penche toujours plus pour l'empathie. Mais non, avant, c'est très intéressant le débat. Il y a quelqu'un qui a levé la main. Je pense que c'est Christa. Tu voulais dire quelque chose? Christa, est-ce que tu es là? Apparemment non. Donc voilà ce que j'avais comme point de vue par rapport à ça. Et c'est très intéressant. Je pense qu'on pourrait nourrir ce débat, peut-être en aparté.
Est-ce que quelqu'un a du coup quelque chose à dire par rapport à ça, hein? Galen, c'est ça? Vous-même, vous pouvez rebondir. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire? Peut-être il y a d'autres points de vue. Il faut qu'on les écoute. N'hésitez pas, hein? Dites-nous ce que vous pensez. Oui, Scylla, vas-y. Non, je pense que de mon côté, ça va. Merci. Ok. Merci beaucoup, Kossi Devi, pour cette belle séance. On a beaucoup appris par rapport à la présentation et par rapport au débat qui se passe. Et je voudrais juste venir par rapport à la discussion entre un leader intègre et un leader pour faire l'opposition entre l'intégrité et l'empathie. Mhm. Ouais, bon, par rapport à un leader qui est intègre, je pense que les gens auront beaucoup plus de confiance en lui. Mhm. Mais par opposition à un leader qui est empathique, il aura beaucoup plus d'influence sur les gens, en fait. Mhm. Je pense que c'est ça, en fait. Lui, il aura beaucoup plus. Les gens vont peut-être l'écouter plus. Les gens vont plus le suivre. Mais par rapport à la confiance des gens, je pense que c'est le leader intègre Mhm. dont son intégrité a été prouvée. Par exemple, si on peut se rappeler un peu de ce qui s'est passé ici au Sénégal, Mhm. euh, pendant les périodes des élections, on a vu que, par exemple, ce qui a poussé beaucoup de gens à suivre et avoir confiance à M. Ousmane Sonko, c'était que lui, on ne pouvait pas lui reprocher quoi que ce soit. Mhm. Mhm. Son intégrité. Ouais. Ok. Pendant toute la période où il a passé euh, dans l'administration sénégalaise, Mhm. il n'y avait aucune preuve qui prouvait que voilà, il a pris 5 francs de l'État. Lui-même, il s'appuyait sur ça à chaque fois. On voyait ça dans ses discours. Mhm. Il disait que voilà, il a même rencontré une histoire qui prouvait vraiment. On ne sait pas si c'est vrai ou pas, mais ça donnait l'impression que c'était quelqu'un de très intègre. Mhm. Et dans ce cas-là, Tu dis, ça donnait l'impression. C'est comme si ça a changé, hein? bon, je dis qu'avec les politiciens, on n'est jamais sûr à 100% ce Ok. qu'ils disent. Ok. Ouais, parce qu'il y a quelque chose qui veut casser derrière. Mais là, si dans ces centres de situation-là où on te dit qu'il y a des gens qui volent des millions, tu attends ce centre d'histoire, on te dit que voilà, M. Ousmane Sonko, un jour, il y a quelqu'un qui est venu lui proposer des millions alors que sa femme n'avait même pas d'ordonnance. Il n'avait même pas l'argent pour l'ordonnance de sa femme. Il a refusé ça. Il a dit que cet homme-là, waouh, Ok. il est intègre. Non, moi, j'ai besoin, voilà. Maintenant, dans l'avenir, tu as plus de confiance en lui, en fait, Mhm. plus de Mhm. dans certaines situations. Maintenant, l'empathie. L'empathie. Cette personne-là ou bien cette leader qui est empathie, qui a ce caractère, aura plus bon, je dis, d'influence directe sur les gens. Parce que quelqu'un qui est, bon, si je comprends bien, est-ce Mhm. que même, et même c'est une question pour faire la clarification entre quelque chose que se pense confondre, est-ce que l'empathie c'est être gentil envers les gens? Ou bien il y a une différence entre les deux? Non, l'empathie, c'est la capacité à se connecter à l'autre, à ressentir ce qu'il ressent. C'est tout. D'accord. Donc, Mm. c'est pas exactement être gentil envers les gens, ou bien il y a une. Bon, Bon, du coup, ça se rapproche, puisque, en fait, quand j'arrive à ressentir ce que l'autre ressent, je le partage avec lui, il sait que je le partage avec lui, et ça crée un lien émotionnel entre nous. exactement. Cette lien émotionnellement, naturellement, ça va permettre aux gens de vous suivre. Voilà, parce qu'il est beaucoup plus facile de suivre quelqu'un qu'on a une lien émotionnel Exactement. que quelqu'un qu'on n'a pas cette lien-là. Donc, je pense que c'était ça mon intervention. Juste, voilà, Du coup, pour toi, à la question de savoir qu'est-ce qui pourrait détruire potentiellement un leader entre
l'intégrité et l'empathie, si j'ai bien compris, tu penches plus pour l'intégrité. C'est-à-dire que pour toi, tu préfères l'intégrité plutôt que l'empathie. Bon, pour moi, ça dépendra du domaine. Ok. Voilà, dans lequel voilà, se veut choisir le leader. Si c'est dans un domaine politique, c'est besoin d'un leader qui est intègre. C'est Ok. pas besoin de Ok. d'empathie. C'est besoin de quelqu'un qui est intègre, Ok. quelqu'un qui ne va pas voler notre argent. Voilà. Mais, Ok. par exemple, s'il s'agit d'un leader dans un village, dans notre village ou bien quelque chose comme ça, c'est besoin de quelqu'un qui est empathique, qui a une empathie, qui a ce caractère en fait envers les villageois, qui peut vraiment. Voilà, ça, en fait, ça va dépendre pour moi Du contexte. oui, du contexte, exactement, c'est ça. Je pense, Galen, que lui, je pense que la question, la réponse que tu donnes là, moi je l'adopte. Je pense que c'est vraiment en fonction du contexte. Effectivement, je suis d'accord avec toi. En politique, je ne pense pas que l'empathie va primer sur l'intégrité. Vu l'exposé que tu viens de faire, c'est vrai, je me rends compte. En politique, je pense pas. Donc je pense peut-être que ça dépend du contexte. Mais après, je tiens à préciser pour les personnes qui écoutent le débat que les deux sont importants pour un leader. D'accord? On est ici en train de déterminer dans un débat complètement subjectif ou objectif, je sais pas, qu'est-ce qui des deux là pourra être plus pertinent que l'autre. Mais les deux sont importants. Être empathique et être intègre, c'est important pour un leader. D'accord? On n'est pas en train d'essayer de dire qu'il faut enlever l'autre et laisser l'un. Oui? Je vais donner mon point de vue, je peux. Oui, vas-y. Alors, comme tu l'as dit, les deux sont importants, mais personnellement, pour moi, je dirais que l'empathie prime sur l'intégrité. Les deux sont certes importants, mais je me dis dans un premier temps, c'est l'empathie qui fait que les leaders arrivent à créer un certain lien avec les autres, on va dire ça comme ça. Si Ousmane Sonko, il essaie de faire que M. Ousmane Sonko, il est intègre, mais dans un premier temps, c'est parce que la population sénégalaise s'est vue en lui, a vu une certaine empathie, il a réussi à créer un certain lien avec la population sénégalaise, que ceux-ci ont été amenés à voir son intégrité, à pouvoir placer totalement leur confiance en lui. Donc, pour moi, personnellement, je trouve que dans un premier temps, c'est l'empathie, puis il y a l'intégrité. Les deux sont complémentaires, mais bon, le premier sur la scène, pour moi, je pense que c'est l'empathie. Parce que l'être humain, quand il est empathique, c'est vraiment une des plus grandes qualités de l'être humain, l'empathie. Sans ça, quand même, on n'est pas être humain ou personne, selon moi, toujours. Merci. Ok, super. En tout cas, intervention très pertinente, qui ne change pas forcément ma deuxième vision des choses, mais qui est très pertinente, qui me pousse à me remettre en question du coup. Mais je pense quand même que c'est contextuel. Après, ce que tu dis n'est pas faux. C'est vrai que même pour pouvoir en fait s'intéresser à l'intégrité d'une personne, ça passe déjà par est-ce que cette personne est empathique, est-ce que cette personne a la capacité de faire le lien. Donc oui, ça se tient, ça se tient. Quelqu'un d'autre a quelque chose à ajouter? Je pense que avant de donner la parole Scylla, je pense que il faut qu'on organise sur Mind Up des débats, des débats sur des thèmes comme ça fait plaisir. On fait peut-être une petite présentation, après on passe sur un débat. Donc vas-y Scylla. Merci encore. En fait, je voudrais juste souvenir sur ce que Hermine a dit tout à l'heure. En fait, bon, c'est ça, hein, tous les deux, je pense que c'est important. Maintenant, il y a une question de priorité, comme il a dit. Tous les deux est important pour un leader. Donc, l'un n'exclut pas l'autre. Un leader peut-être doit développer les deux compétences. Maintenant, il y a une question de priorité. Qu'est-ce qui est prioritaire à l'autre? Est-ce que c'est l'intégrité qui est prioritaire à l'empathie? Est-ce que, voilà, parce que quand tu viens, le public ne te connaît pas. Tu viens, tu montres que tu es intègre. Bon, les gens ne sont pas intéressés. Qu'est-ce que je veux dire? Voilà. Mais quand d'abord, tu commences par l'empathie, tu gagnes, voilà, tu crées une lien avec les gens. Ensuite, au fur et à mesure, tu leur montres que si c'est un homme intègre, ils vont vous croire beaucoup plus facilement qu'il n'y a pas de lien entre vous deux et que vous voulez venir vous montrer l'intégrité. Donc, moi, ce que je retiens, c'est que, ou bien ce que je pense finalement, et que je vais conclure par rapport à tout ce que nous avons dit, par rapport au débat que nous avons. Bon, c'est comme ça bon, c'est comme ça qu'on va arrêter. C'est comme avec le débat que ce qu'on retient, en fait, devient clair, en fait. C'est ça que je veux dire, en fait.
Donc, ce que je vais retenir finalement, c'est que tous les deux est important pour un leader. Maintenant, la priorité, c'est d'abord de passer l'empathie avec le temps. L'intégrité va venir. Merci beaucoup. Ok, du coup, Galen, par rapport à tout ça, est-ce que tu as quelque chose à dire? D'accord, non, non, je pense que monsieur Silla et monsieur, je vois déjà, Hermine également, voilà, Wanda. Bien entendu, en fait, nous sommes tous d'accord en fait sur un point, quoi. Et seulement, c'est dans le contexte. Mais la chose que je vais juste ajouter pour l'intervention de monsieur Silla, le, le leadership, c'est dans la découverte de soi. Je pense que vous l'avez souligné dans vos présentations. C'est d'abord la découverte de soi, en fait. Quand on parle de la découverte, ça c'est lié directement à la personne de qui dirige. Donc, voilà pourquoi même le leadership, c'est la question même. Et donc, en fait, le leadership, éviter pourquoi, et directement à la personne du leader. C'est que même on sait que qu'est-ce que le leader peut faire en secret avant que. C'est-à-dire que ce que moi je fais en secret là, et ça reflète même partie automatiquement. Oui, mais comme l'a souligné, je ne sais pas si monsieur Wanda bien entendu, c'est que s'agit de la. Mais lorsqu'on parle vraiment de la. Quand on vient sur la définition de leader pour la découverte de soi, je pense dans n'importe quel est la base, en fait la fondation. Une partie, il va falloir que le leader se connecte avec le monde. Le leader ressent en fait ce que les personnes qui sont sous lui ressentent à chaque fois. Que je vais peut-être souligner, mais sinon, sur les interventions, on est tous d'accord sur ça. Je pense qu'il n'y a pas vraiment. On est tous d'accord que les deux font la base du leadership. Merci beaucoup. Je pense qu'on est d'accord, effectivement. Ça fait plaisir. On va finir par donner la parole à Christa. Tout à l'heure, elle était sortie. Je ne sais pas si elle est revenue. Elle a redemandé la parole tout à l'heure. Christa, est-ce que tu es là? Je reviens sur ce qu'on était en train de dire. Ok, C'est vas-y. bon, je peux parler? Oui, bien sûr, vas-y. Oui. Pour moi, les deux, comme on a dit ici, les deux sont importants, Ça fait plaisir mais je d'entendre. préfère, Ça fait plaisir d'entendre une oui. voix féminine. Oui. Donc moi, je me sentirais plus à l'aise de travailler aux côtés d'un leader qui a beaucoup plus d'empathie. Parce Ok. qu'après, il y a des moments où on se sent noyé, il y a des moments où on a juste besoin qu'il y ait quelqu'un qui va nous épauler, qu'il y ait quelqu'un qui va nous écouter, qu'il y ait un cœur, une épaule sur laquelle on peut se reposer. Mais après, à quoi bon, quand je suis perdue, le leader qui est avec moi ne prête pas oreille, n'a pas de temps, même quand il est intègre, je vais finir par me défocaliser, je vais finir par passer à autre chose parce que je peux aller plus loin, je vais me sentir en manque d'amour même. Je pourrais, pas peut-être, c'est pas une obligation, c'est pas d'une façon impérative, mais après, il se pourrait même que je me sente en manque d'amour parce que je veux m'exprimer, mais il y a pas une oreille pour m'écouter. Je Donc, pense, le mieux, ce serait je pour pense que moi d'avoir un leader qui est beaucoup plus empathique que, bon, pas que, hein, mais qui exprime plus son empathie vis-à-vis de moi. Mhm. Je pense que par manque d'amour, elle veut dire manque d'attention. D'accord? Voilà. Donc, voilà. Même Oui, parce que je sais que. parce qu'après, il se pourrait que je me sente rejetée, c'est ça. Je veux peut-être m'exprimer, j'ai peut-être des choses à dire, mais après, puisque personne ne s'arrête quand je crie, voilà, que je me sente mal ou pas, il n'y a personne qui est là. Après, je reste chez moi, quoi, il est mieux.
Ok, Donc, c'est ça. Ça peut forcément me de focaliser, un peu me perdre comme ça, alors que j'avais peut-être une touche à rajouter de l'équipe. c'est vrai, c'est vrai. Alors, là, du coup, on entend Krista qui apporte sa touche qui est très féminine, hein, qui est très féminine, vous en conviendrez, messieurs. Alors, il y a Galen qui réagit tout de suite en disant trop de sentiments tue le leadership. Et j'ai tout de suite envie de rétorquer à ça. Le problème qui se pose justement, c'est que les personnes qui travaillent dans l'équipe, ce sont des gens. On manage, je vais revenir sur ça. Je pense que il y a un diapo où j'ai dit ça. Voilà, on manage un système, mais on dirige des humains. Ce qui fait que, en fait, dans l'équipe où je suis, si j'ai quelqu'un comme Krista, mais c'est une personne, d'accord? Elle peut avoir des compétences les plus pointues sur un domaine, et elle a quand même besoin d'être vue par rapport à ça. Elle a besoin d'avoir de la lumière par rapport à ça. Elle a besoin qu'on lui dise que ce qu'elle fait, c'est bien. Elle a besoin qu'on l'encourage dans ce qu'elle fait, et ça, c'est quelque chose qui est important aussi, d'accord? Donc voilà, c'était un plaisir, franchement, je me suis régalé. Je pense que je vais vraiment tenir ce que j'ai dit. Je vais organiser peut-être plus tard des séances de débat sur MindUp. Ça fait plaisir. Et moi, je vais devoir vous laisser. On se dit à la prochaine. Pour ceux qui sont dans le groupe, j'y mettrai un sondage, d'accord, où je vais annoncer soit le thème du prochain débat, soit le thème du prochain webinaire. Donc, restez à l'affût. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci à vous. Et la séance est levée.